Bonsoir et bienvenue. 4 jours après l'entrée en vigueur des dernières mesures de restriction sur le territoire de Dakar pour lutter contre la propagation du virus et 3 semaines après le début de l'état d'exception, Le Point reçoit ce soir le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, pour une évaluation à mi-parcours de toutes les mesures qui avaient été prises jusque-là. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, Ngari. Oui, le 3 avril dernier, le chef de l'État a prorogé l'état d'urgence pour une nouvelle période. Ça veut dire qu'on est sorti d'une première période pour entrer dans la deuxième. Si vous aviez à évaluer rapidement la première période, la première entrée en vigueur de l'état d'urgence, on sait qu'elle a été marquée par des incompréhensions entre les forces de l'ordre et un certain nombre de policiers. Quel bilan faites-vous de cette première tranche de l'état d'urgence déjà? Voilà, je voudrais vous remercier après vous avoir salué et saluer vos téléspectateurs. Effectivement, l'état d'urgence a été décrété. Alors, aux premières heures de son entrée en vigueur, il y a eu des difficultés, comme vous dites, des incompréhensions entre des forces de sécurité et une partie de la population. Difficultés qui ont abouti à un certain nombre de prises de position. De comportement, d'actes voilà, de la police. Voilà, donc qui ont été condamnés du reste par les autorités. Condamnés dans les deux sens. Condamner ceux qui sont adonnés à des actes de violence, mais condamner également ceux-là qui ont bravé l'état d'urgence. Je crois que dès le lendemain, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les gens se sont parlé et les leaders d'opinion se sont exprimés. Et depuis lors, on n'a pas eu ce genre de comportement ni ces incidents. Il y a des quartiers qui ont été cités, notamment le quartier de la Médina, où c'était plutôt des jeunes. Est-ce que ça, vous le mettez sous le coup de l'incompréhension? Parce que beaucoup de jeunes, quand même, n'étaient pas nés quand il y a eu le dernier coup, le dernier état d'urgence au Sénégal. Ça remonte à 32 ans. Est-ce que c'est lié à ce fait-là? Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont revenues à la normale dans ce quartier? Oui, certainement, il n'y a pas eu cette communication qui devait accompagner l'entrée en vigueur de la mesure pour que tout le monde comprenne ce qu'était un état d'urgence et ce qu'est un couvre-feu. C'est des moments de restriction qu'il faut accepter parce que c'est la situation et le contexte qui l'exigent. Alors, mais juste après ces incidents, je crois que le travail de communication a été fait avec l'appui et l'accompagnement de la presse, mais également d'un certain nombre de leaders d'opinion. Et depuis lors, quand même, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le président a prorogé l'état d'urgence. Récemment, vous avez pris un certain nombre de mesures supplémentaires, mais il n'empêche, le virus continue son bonhomme de chemin, 15 cas aujourd'hui. Comment vous analysez tout cela? Oui, il y a lieu de comprendre que l'évolution du virus, la propagation du virus se comprend aisément parce qu'au-delà des comportements, il y a ce que nous appelons les cas contacts que nous suivons. Aujourd'hui, nous en suivons près d'un millier, qui sont logés dans des hôtels. C'est des personnes qui ont été en contact avec des porteurs du virus. Donc, nous les suivons. Et il est possible que ces contacts-là soient tout simplement contaminés et qu'ils portent le virus. Donc, si nous suivons bien, c'est peut-être les cas communautaires qui posent problème. Mais pour les cas contacts, actuellement, quand même, nous en avons une certaine maîtrise parce que nous avons pu, tous autant qu'ils sont, les confiner dans des résidus hôteliers et nous suivons l'évolution de leur état de santé au jour le jour. Donc, il arrive qu'après des tests, que certains contacts soient déclarés positifs. Alors, nous les extirpons de ces réceptifs hôteliers pour les mettre dans des structures hospitalières afin que ces contacts-là soient pris en charge par des professionnels. Maintenant, pour les autres également, nous continuons à les suivre pendant 14 jours. Et si après 14 jours, le test est négatif, on les laisse rentrer chez eux. Maintenant, ce qui poserait problème, peut-être, c'est les cas communautaires. Oui, parce que ces cas contacts, vous les maîtrisez. Ce que vous ne maîtrisez pas, ce sont les cas communautaires. Aujourd'hui, Dakar, le jour, c'est comme si de rien n'était. Les embouteillages sont là, les regroupements de personnes. Aux heures de descente aussi, on voit un certain nombre de groupes d'individus dans les arrêts-cars, arrêt-bus et tout cela, alors que les mesures sont censées être prises. Est-ce qu'il y a l'application qu'il faut par rapport à ces mesures-là pour que ces gens respectent quand même les mesures? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par, d'une part, le ministre de l'Intérieur,
et d'autre part par le ministre en charge des transports terrestres. Donc c'est des mesures assez restrictives et très contraignantes. Et nous, gouverneurs, préfets, forces de sécurité, nous sommes chargés de l'application de ces mesures. Alors, depuis que le couvre-feu donc a été décrété, évidemment, nos hommes sont sur le terrain, les policiers, les gendarmes et l'armée, pour faire appliquer ces mesures. Maintenant, l'homme est ce qu'il est. Malgré leur présence assidue sur le terrain, évidemment, on note quand même des comportements répréhensibles, donc qui vont à l'encontre des mesures édictées. Et ce qui a surtout motivé la prise d'un certain nombre de décisions dernièrement pour essayer un tout petit peu de corser l'addition, de faire en sorte que la présence des forces soit beaucoup plus ressentie par les populations, de faire également en sorte que partout où il y a rassemblement, eh bien que nos hommes puissent disperser ces rassemblements-là. Mais pourtant, les rassemblements, il y en a quand vous allez tout à l'heure sous le pont de Cyrnos, aux heures de descente, vous trouvez des centaines et des centaines de personnes. Ça pose problème. Est-ce que vous avez le sentiment que l'application qu'il faut est de rigueur par rapport à ces mesures et par rapport aux populations? Oui, je puis dire que du point de vue application quand même, les dispositions qui doivent être prises l'ont été. Maintenant, je l'ai dit tantôt, il va falloir peut-être jouer un tout petit peu et un peu plus sur la communication, sur la sensibilisation. On dirait que les gens ne comprennent pas, ne mesurent pas la gravité de l'heure, la gravité de la maladie. Voilà, donc en plus d'être présent à travers les forces de défense et de sécurité, je crois qu'il faut qu'il y ait un travail de communication qui soit fait par tout le monde. Ce n'est pas le travail de l'administration seulement, ni simplement le travail des professionnels de la communication, mais ça doit être une affaire communautaire. Donc que les gens s'expriment, que l'on explique aux uns et aux autres ce qu'est la maladie, mais surtout les réflexes de prévention. Je crois qu'il va falloir davantage jouer dans la sensibilisation, mais pour tout ce qui est répression pas au sens d'agressivité ou autre, mais répression pour vraiment disperser ou verbaliser les uns et les autres, quand même les forces de sécurité le font de manière fort admirable. Il y a toujours les talibés qui sont dans la rue, ça quand même c'est un problème sérieux aussi. Oui, là également le travail a démarré, donc en relation avec le ministère en charge de la famille. Actuellement, nous avons démarré par Pikine, donc il y a eu des départs, ou des retours, devrais-je même dire, d'enfants talibés, de maîtres coraniques, vers leur village d'origine. Et ça va se poursuivre pour les 3 autres départements avec l'accompagnement évidemment du ministère de la Famille. Et pour ceux qui ne sont pas du Sénégal, qui viennent de pays voisins? Voilà, là également, toujours avec l'accompagnement des services du ministère de la Famille, des solutions sont trouvées pour essayer un tout petit peu de les accompagner dans le cadre de la prise en charge alimentaire, donc des besoins élémentaires, pour que dès que les conditions sont réunies, qu'on puisse quand même les faire retourner chez eux. Mais en attendant, est-ce que pour ceux dont on ne connaît pas l'origine ou le lieu de résidence, ou en tout cas les tuteurs et tout ça, est-ce que vous avez aujourd'hui des centres où vous pouvez les mettre en attendant d'identifier tout cela? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vous dis que le travail a commencé. Hein? Okay. Donc, des opérations ont déjà été menées dans ce sens. Et aujourd'hui, des enfants talibés sont hébergés dans des sites, ici même dans Dakar. Et leur prise en charge est assurée à 100% par l'État. D'accord. Vous avez fait état de difficultés de faire comprendre aux gens la gravité de la situation. Récemment, le chef de l'État a menacé de confiner de confiner tout simplement Dakar, confinement total. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aller jusqu'à cette mesure-là? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que toute mesure qui doit être prise dans le cadre de renforcer la sécurité des Sénégalais le sera. Ça, c'est une réalité de toujours. Alors, le chef de l'État s'est exprimé dans ce sens pour dire que si la situation continue, évidemment, il n'écarte pas de confiner tout simplement. Et pourtant, la situation a l'air de continuer, malheureusement. C'est ça le problème. Oui, mais toute chose a son heure. Et si après évaluation, l'on estime qu'on doit
progresser dans la prise de décision, qu'on doit plus ou moins prendre des décisions supplémentaires beaucoup plus contraignantes. Je suis convaincu que ces décisions-là seront prises. Ouais. Le gouverneur de Tambacounda a confiné un village dans le département de Goudiri, je crois. Beaucoup de gens se demandent qu'attend le gouverneur de Dakar quand même pour procéder de la sorte en mettant Dakar en quarantaine tout simplement. Oui, vous me donnez l'occasion de saluer mon frère Baldé, le gouverneur de Tamba, mais à travers lui également saluer les gouverneurs des autres régions du Sénégal. Le commandement territorial. Le commandement territorial. Mais surtout saluer le travail remarquable que ces gouverneurs-là, préfets et sous-préfets, abattent. On oublie parfois les sous-préfets qui jouent vraiment un rôle exemplaire dans le cadre de l'application des mesures. Donc c'est l'occasion de les saluer, de saluer leur travail. Maintenant, par rapport à l'idée de mettre Dakar en quarantaine, il faut dire que certes, l'action entreprise par mon collègue, elle est louable. Mais il faut dire également que Dakar n'est pas... Les choses ne sont pas égales par ailleurs. Voilà, Dakar n'est pas Goudiri, Dakar n'est pas Tamba, et les réalités de Dakar ne sont pas celles de Tamba. Il n'est pas dit que si un collègue fait telle chose, il faut nécessairement que les autres le fassent, parce que les réalités ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Dakar, c'est pratiquement 4 millions d'habitants, donc 25% de la population sénégalaise. C'est pratiquement toute l'activité économique. L'essentiel de l'activité économique, c'est Dakar. Dakar, c'est le gouvernement. Dakar, c'est... voilà, Dakar est... voilà, c'est la capitale. Ouais, donc, une façon intelligente de... Exactement. Toute mesure qui doit être prise pour Dakar doit être longuement mûrie, réfléchie, avant d'être prise. Vous êtes dans un processus de mesure. Récemment, vous avez parlé de fermer les commerces non essentiels en laissant les commerces essentiels. Qu'entendez-vous par commerce non essentiel, le commerce essentiel? Qui doit fermer et qui ne doit pas fermer? Oui, là, vous me donnez même l'occasion de repréciser et de clarifier ce concept de commerce non essentiel. Vous avez tantôt parlé de propagation du virus, mais également de rassemblement dans des marchés, dans des lieux publics. Et ce qui favorise évidemment la propagation du virus. Maintenant, lorsque je demande au préfet et au sous-préfet de travailler avec les maires pour que les marchés soient réorganisés, en termes d'ouverture, d'heures d'ouverture et d'heures de fermeture d'abord, en termes de nettoiement ensuite, mais surtout en termes d'organisation, pour que vraiment les commerces non essentiels, je pense par commerce non essentiel, et j'entends par commerce non essentiel... C'est le vendeur de cacahuètes, c'est la vendeuse de cacahuètes du coin, ou c'est la table, voilà, c'est la les boutique commerces, du quartier? Voilà, qui n'ont pas cette importance d'intérêt vital, voilà, dont on peut se passer pendant au moins 2 semaines, 3 semaines. Les boutiques de quartier, elles ferment ou elles ne ferment pas? Non, pas les boutiques de quartier. Pour les commerces essentiels, je crois qu'on va d'abord parler des commerces essentiels avant de parler des commerces non essentiels. Les commerces essentiels, pour moi, c'est les commerces qui proposent, par exemple, l'alimentation, alors le riz, etc. Ce dont on a besoin de première nécessité. Les besoins de première nécessité. Ça, c'est essentiel, c'est capital, c'est fondamental. Maintenant, tout ce qui n'entre pas dans ce cadre, pour moi, constitue un commerce non essentiel et il va falloir réfléchir à les mettre tout simplement entre parenthèses le temps que l'on dépasse cette affaire-là. Les cars de transport en commun continuent de rallier Dakar. Chaque matin, c'est des embouteillages. Ça aussi, par rapport à ces nouvelles mesures, vous avez parlé de présence renforcée des forces de sécurité. Quel est le mandat supplémentaire qui est donné à ces forces de sécurité par rapport à ce transport public? Oui, le mandat, c'est d'abord de contrôler le respect des normes édictées par le ministre en charge des transports terrestres. De les contrôler, donc ces normes-là. Et une fois le contrôle fait, si évidemment le chauffeur, le transporteur ne les respecte pas, qu'il soit d'abord verbalisé, et ensuite qu'il soit sanctionné. Et la sanction, elle est simple, c'est tout simplement de mettre le véhicule en fourrière. Est-ce que depuis que ça a démarré, il y a des véhicules qui ont été mis en fourrière? Il y en a énormément, Alors, ces 4 jours, la police et la gendarmerie ont effectué des opérations coup de poing dans certaines artères de Dakar. Et je puis vous assurer que le bilan, il est énorme. Oui. Aujourd'hui, sortir de Dakar est difficile pour certains, se pose
la problématique de ce qu'on appelle les laissez-passer. Oui. Combien en avez-vous distribué sur le territoire de Dakar? Oui, il faut peut-être revenir à l'esprit, l'esprit de ces laissez-passer. Pourquoi ces laissez-passer? En fait, c'est même pas des laissez-passer, c'est des autorisations spéciales de circuler. Et le mot spécial a son importance. Aujourd'hui, il y a eu des restrictions à travers un arrêté de M. le ministre de l'Intérieur pour que telle catégorie, voilà, donc excepté quelques catégories. Donc voilà, il s'agit de peut-être des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des gouverneurs, etc., le personnel médical, voilà, les véhicules qui transportent des marchandises, etc., etc. Donc pour cette catégorie-là, il n'y a pas de problème. Voilà, ces personnels-là peuvent circuler librement. Maintenant, il y a une ouverture pour permettre à d'autres catégories socio-professionnelles de pouvoir circuler malgré l'état d'urgence, malgré le couvre-feu. Et cela est lié à la nature de leurs activités d'abord, d'une part, si ces activités-là sont d'intérêt vital pour le pays, mais également en cas de situation, de sorte que vraiment l'intéressé ne peut pas ne pas se déplacer. Et là, le ministre a tout simplement autorisé les gouverneurs, les préfets à délivrer des autorisations de circuler pour ces personnes-là. Je puis vous donner par exemple quelques exemples. Aujourd'hui, nous sommes en état d'urgence, en période de couvre-feu. Malgré tout, l'économie doit continuer à voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre par exemple que le port ne puisse pas fonctionner. On ne peut pas également comprendre que l'électricité ne puisse pas, la fourniture d'électricité ne puisse pas être assurée. Que, par exemple, l'eau ne puisse pas couler. Alors, lorsque donc, ces catégories socio-professionnelles en expriment la demande, généralement, on leur autorise à plus ou moins circuler. Et c'est limité dans le temps. Et c'est combien de personnes qui circulent présentement? Non. Voilà, je vais arriver à cela parce que derrière la question, vraiment, je perçois l'idée. Exact. Il y a ce qu'on appelle des autorisations temporaires, donc limitées dans le temps. Par exemple, Ngari se présente à la préfecture ou à la gouvernance parce que Ngari doit se déplacer. Il y a une urgence qui fait que Ngari doit nécessairement se déplacer. Sur 2 jours, sur 3 jours, on peut lui délivrer une autorisation sur 2 jours, sur 3 jours, sur 24 heures, même pour un aller simple. Il y a également ce que nous appelons, par exemple, des autorisations permanentes. Là, généralement, c'est délivré à des catégories de personnes qui ne peuvent pas ne pas travailler, qui peuvent travailler de nuit, etc. Donc là également, nous en avons délivré. Maintenant, je vais revenir à votre question, mais avant cela, permettez-moi de préciser que depuis un certain temps, quand même, il y a une réorganisation. Le ministre a pris un arrêté pour réorganiser cela et suspendre, dans un premier temps, la délivrance des autorisations. Ça, c'est d'un. Et de 2, n'autoriser que la délivrance d'autorisation pour 2 situations. Par les gouverneurs et les préfets. C'est une autorisation pour transfert de corps, donc de reste mortel, voilà le jargon administratif. Lorsque, par exemple, une personne décède à Dakar et qu'on doive l'enterrer, par exemple, à Touba ou dans une autre localité, il est possible d'autoriser que ce transfert-là se fasse. Ça, c'est d'un. La deuxième catégorie d'autorisation que nous pouvons actuellement délivrer, c'est lorsqu'il y a une raison de santé. Lorsque le requérant a un rendez-vous médical, par exemple, ou sort de l'hôpital et doit rentrer chez lui. Là également, il est possible que le gouverneur ou le préfet lui délivre une autorisation. Et il y a une troisième catégorie d'autorisation, c'est ce que nous appelons autorisation pour raison professionnelle. Actuellement, il n'y a que le ministre de l'Intérieur qui puisse délivrer cette troisième catégorie d'autorisation. Voilà donc actuellement les 3 possibilités
pour lesquels on peut avoir le document. Je parlais tantôt des véhicules transportant du marchandise. Il y a un acteur du transport en commun, en l'occurrence Gorohouma, qui soupçonnait un transport frauduleux de personnes à bord de ces véhicules. Qu'en est-il? Est-ce que là, vous avez connaissance de gens qui ont voyagé à bord de ces véhicules dits de transport de marchandises? Oui, en tout cas, à Dakar, ce phénomène n'a pas été signalé ni par les services de renseignement, ni par les services de sécurité, encore moins par les populations. D'accord. On est en état d'urgence, on l'a dit, c'est un pouvoir d'exception, mais qui met en évidence quand même le commandement territorial. Quels sont les pouvoirs dont vous disposez dans ce genre de situation? Oui, voilà, vous venez de le dire, donc c'est une situation d'exception. Ouais. Et aujourd'hui, l'autorité, la véritable autorité qui détient le pouvoir, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur et c'est à travers un certain nombre de délégations que le gouverneur, le préfet peut quand même disposer d'un certain nombre de compétences par rapport à une situation d'état d'urgence. Maintenant, nous gardons évidemment nos compétences générales. Maintenant, en plus de cela, évidemment, le ministre de l'Intérieur peut vraiment nous déléguer un certain nombre de pouvoirs dans le cadre de l'application de l'état d'urgence. Il y a un échange d'informations entre vous, gouverneur. Oui. Actuellement, nous disposons d'une plateforme de communication qui regroupe l'ensemble des gouverneurs de région et le cabinet de M. le ministre de l'Intérieur. D'accord. On fait état au Sénégal d'une réquisition de milliers de lits, disons près de 4000 lits, je crois. D'aucuns disent que les capacités d'accueil des hôtels qui ont été requis ne correspondent pas au chiffre qui est avancé. Quels sont les hôtels? Combien d'hôtels avez-vous réquisitionnés jusque-là? Et quels sont ces hôtels-là? Oui, actuellement, nous travaillons, à ce jour, nous travaillons avec 13 réceptifs hôteliers dans Dakar. Maintenant, dans les régions également, les gouverneurs, évidemment, disposent quand même d'un certain nombre de réceptifs. Mais en tout cas, pour la région de Dakar, ils sont au nombre de 13. Alors, pour ces 13-là, 4 ont été réquisitionnés à travers un arrêté du gouverneur. Et le reste, donc les 9 autres, vraiment, il a fallu tout simplement échanger avec eux, vraiment nous présenter à eux et leur demander de mettre à disposition les hôtels. Évidemment, ils l'ont fait. Bon, pas gratuitement, mais ils l'ont fait. Ils nous ont dit... Parce qu'on parlait d'un refus de certains hôteliers à libérer les réceptifs. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est avéré ou... Ce que je sais de cette affaire-là, c'est que nous, autant que nous sommes, là où nous nous situons, nous pouvons juste dire qu'il y a des hôtels pour lesquels il a fallu appeler pour que les gérants acceptent. Il n'y a pas eu de problème. Pour d'autres, lorsque nous avons eu vent d'un certain nombre de difficultés à acquérir des hôtels d'un certain standing, c'est aussi ça la réalité. Alors, nous avons tout simplement pris nos responsabilités et procédé à des réquisitions. Et je dois également vous dire que malgré ces réquisitions officielles qui ont été notifiées par la gendarmerie et la police à ces hôteliers, moi, un hôtelier dont l'hôtel a été réquisitionné est venu me dire, monsieur le gouverneur, j'estime que c'est un honneur que mon hôtel soit réquisitionné. Je le mets à la disposition de l'État. Un autre est venu me dire, monsieur le gouverneur, vous savez très bien que cet hôtel-là, les nuitées, c'est 100 000, 150 000, etc. Aujourd'hui, l'État nous propose ce qu'il nous propose, mais il n'y a pas de souci, je l'accepte et le reste, considérer que c'est ma contribution dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc, c'est dire vraiment que là où il y a eu certaines réticences, il y a eu quand même... Il y a quand même des gens qui ont refusé carrément de donner le réceptif. Wow, j'ai eu écho de cela. J'ai eu écho de cela. Pas un refus catégorique, mais peut-être c'est les modalités qui posaient problème. Ils ne devront pas faire partie du partage de l'argent qui est destiné à ça. Il y a aussi... on a parlé des capacités de ces hôtels-là. On a donné l'exemple du Novotel. Dans la réquisition, l'arrêté qui a réquisitionné cet hôtel-là, on a mis 300 lits, alors que la capacité réelle... Non, c'est bien 300 lits. C'est bien. En fait, pour Novotel, faites attention, on a mis Novotel et Ibis. Parce que c'est la même gestion. Alors, pour l'un, c'est 104 lits,
Pour l'autre, c'est 196. Et les deux réunis font 300. Et au besoin, est-ce que vous pouvez solliciter la Petite Côte? On sait que c'est dans la région de Thiès, dispose quand même d'un certain nombre de réceptifs. Est-ce qu'il y a cette possibilité de référer peut-être à Thiès? Non, je ne pense pas parce que nous avons suffisamment de réceptifs dans la région de Dakar pour prendre en charge la totalité de nos besoins. Vous avez exactement combien de lits aujourd'hui? Actuellement, les 13 réceptifs réunis font à peu près 850 lits. 850 lits, d'accord. Oui. En fait, 850 chambres. Ok, 850 chambres. Oui. Donc on est loin des 4000 lits qui ont été annoncés. Il y a la question de la distribution du... Oui, pour les 4000, ce n'est pas impossible. Là, c'est peut-être l'ensemble des hôtels. Okay. Mais là, nous nous limitons à ces 13-là pour l'instant. D'accord, très bien. Il y a la question de la distribution des vivres sur le territoire de Dakar. Donc on disait que Dakar n'en faisait pas partie. Ce n'est pas le cas. Dakar fait partie quand même. Il y a des familles, il y a des ménages pauvres à Dakar. Je puis vous assurer qu'à ce jour, nous avons reçu une notification du quota de Dakar. Aujourd'hui, 245 000 ménages de Dakar accéderont à cette assistance de l'État. Chaque ménage aura droit à 100 kg de riz, 10 litres d'huile, entre autres, voilà, du savon et du sucre. Donc, c'est presque le tiers. Hein. On vit 675 000 ménages à travers le pays. Dakar garde la... Exactement. Donc, rien que le riz nous fera 24 500 tonnes de riz qui seront distribués dans Dakar. Voilà, donc imaginez le travail que cela... Et comment ça va s'organiser très rapidement? Parce qu'ailleurs, on pose la question du transport au niveau urbain, au niveau de Dakar. Comment vous organisez tout ça? Oui, actuellement, nous avons déjà défini avec les préfets. C'est les préfets et les sous-préfets qui ont déjà retenu des sites de stockage de l'aide. Alors, au niveau de chaque commune, nous disposons de sites de stockage. Au niveau de chaque commune, chaque quartier, il y a d'abord des comités de ciblage. Donc, les ménages, parce que il y a deux catégories de ménages. Il y a les ménages qui figurent dans le registre unifié, RNU, Registre national unifié, qui sont au nombre d'à peu près 82 000. En plus de ces 82 000, nous devons cibler à peu près 168 000 autres ménages. Et ce travail de ciblage sera effectué par des comités locaux. Donc, au niveau de chaque quartier, il y a un comité qui cible. Et chaque quartier, aujourd'hui, disposera de son quota par rapport à cette aide-là. Et ce comité-là est censé être dirigé par quel profil? Par exemple, au niveau régional, déjà, c'est réglé, c'est le gouverneur. Au niveau du département, c'est le préfet. Au niveau le gouverneur, mais à une échelle beaucoup plus basse. Au niveau de l'arrondissement, vous aurez évidemment le sous-préfet. Au niveau communal, vous aurez les maires. Et maintenant, là... mais les maires, ils sont politiques, hein, pour l'essentiel. Non, j'y viens. Parce que les maires ne peuvent absolument rien faire. Hein. Est-ce qu'ils vont être surveillés? Quel est le mécanisme de surveillance que vous mettez? Oui, déjà, il y a un comité qui est créé au niveau de la commune. Et au niveau de ce comité... Qui est dirigé par qui, ce comité? Oui, par le maire, évidemment. On peut mettre le maire, rien ne l'empêche. Mais il est politique. Oui, mais j'y viens. Donc, si vous avez le maire à ce niveau, vous aurez des conseils municipaux. Ils sont politiques. J'y viens. Mais les conseils municipaux, ils peuvent être du côté du maire, comme ils peuvent ne pas être du côté du maire. Ensuite, et là où c'est intéressant, vous aurez maintenant les acteurs communautaires. Et ce comité-là, apparemment, n'a pas le pouvoir même de cibler. Maintenant, le comité qui a le pouvoir de cibler, le véritable comité, là, c'est au niveau du quartier, avec le délégué de quartier. Et au niveau du délégué de quartier, il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a en tout cas les structures du quartier qui ciblent les ménages, qui en font la proposition. Et pour que la distribution se fasse, il faut nécessairement que ces listes-là soient validées, d'abord par le sous-préfet, au niveau département par le préfet, et enfin par le gouverneur et son comité. Oui, mais on n'est pas à l'abri d'ostracisme à ce niveau-là, parce que c'est des gens qui sont censés être quand même, qui peuvent être pour un rien versés dans des positions politiques. C'est assez délicat quand même. Dans tout le processus, il y a la présence en permanence du sous-préfet, donc représentant de l'État. D'accord. Pour garantir vraiment la fiabilité du travail. Oui. Un dernier mot aux populations de Dakar. Hein. Vous avez pris récemment un certain nombre de mesures. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Et jusqu'où vous pouvez aller, in fine? Oui, déjà, nous en sommes à ces 3 dernières mesures. Donc, éviter les plages, points de rassemblement au niveau des plages, au niveau des espaces publics, au niveau des terrains de sport. Je crois que même ce problème-là maintenant est réglé. Voilà, donc hier j'ai fait un tour au niveau de certains
endroits et j'ai pu constater que vraiment il y avait personne. En tout cas au niveau des plages, à part ceux qui faisaient le sport. Donc je leur demande de continuer dans ce sens, dans cette direction. Ensuite, pour les transports en commun, vraiment faire en sorte que les dispositions du ministre des Transports terrestres soient respectées. En direction également des populations, de tout faire pour minimiser les motifs de déplacement. Là où vraiment on peut avoir satisfaction sans se déplacer, eh bien qu'on le fasse. J'encourage également le port du masque. Voilà. Et au niveau des marchés, vraiment que ces décisions-là de fermer un certain nombre de commerces soient appliquées et que les populations y adhèrent pour le bien de la communauté. Pour le moment, Dakar n'est pas fermé. Pour le moment, Dakar n'est pas fermé. Comme je vous l'ai dit tantôt, Dakar, c'est Dakar. Et pour prendre une mesure qui concerne Dakar, il faut réfléchir. D'accord. Merci beaucoup, Al-Hassan Sall. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de Dakar. Merci, Ngari. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour 2 actualités.